Alors, le gros dossier de cette émission concerne le président de l'Assemblée nationale, la famille Adédié. Alors, ces gens-là, qui sont plus ou moins à l'origine de ce qui nous est arrivé et qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont voulu nous renvoyer en prison et qui sont des pasteurs assermentés qui prient pour le président et qui demandent aux pauvres de prier parce que Dieu va écouter leurs prières. Eux, ils se mettent beaucoup de moyens de côté. Ils vivent bien. Ils amassent de la fortune. Ils achètent des appartements, des immeubles, des maisons. Ils investissent au Canada, au Ghana, en Europe, un peu partout. Pendant qu'ils vous disent à l'église d'attendre le retour de Jésus, de prier, eux, ils amassent de l'argent pour leur beau vieux jour. Pendant qu'ils refusent en conseil des ministres, si on s'en tient au témoignage de IOU, qu'on soulage les Togolais en prenant des mesures sociales, eux, ils sont tranquilles. Alors, nous sommes tombés sur un de leurs gros dossiers que nous allons vous expliquer dans ce live-là. Tapotez le live sur TikTok, ils sont en train de le signaler, s'il vous plaît. Alors, il s'est fait que la famille Adédié, si la technique peut commencer par diffuser les images, a créé il y a quelques mois une société civile immobilière en France, dénommée Ahoué. Ce n'est pas le sketch que vous suivez, mais bon, voilà. Cette société civile immobilière s'appelle Ahoué, qu'ils ont créée en France il y a 1 an. Pendant que je parle, il y a la technique qui vous diffuse en direct les documents de cette société-là que nous avons pu rassembler. La société, un instant, il y a tellement de paperasse. Ce que nous sommes en train de dire là, ça nous renvoie à la question de la déclaration des biens et de ce que les gens font de la fortune publique, de ce qu'ils font de l'argent des Togolais. Qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi ces gens-là n'investissent pas au Togo? Ils investissent ailleurs avec leurs femmes, leurs enfants. Pendant ce temps, ils disent aux Togolais, oui, continuez pas à vous battre pour nous, allez faire les campagnes, hein, allez, vous donne quelques tricots, et tout, et tout, et tout. Donc, la société a été créée, je pense, en octobre 2024. Donc, disons, même pas encore 1 an. C'est une société civile immobilière. Dénomination Ahoué, siège 27 allée Robert Joanneau, 92 100, Boulogne-Billancourt. Capitale 1000 €. Registre du commerce de Nanterre. Donc c'est dans le 92 qu'ils ont créé la société et l'adresse est à Boulogne-Billancourt. On vous donnera tous les détails tout à l'heure. Alors, les statuts de la société civile immobilière. À la requête, je vous lis les documents. À la requête de M. Kodjo Sévon TP Adédié, fonctionnaire demeurant à Avedi Sito, BP 83 335, Lomé Togo, né à Koviépé, Togo, le 31 décembre 1961, époux de Madame Mounake Adel, ou Adélé, marié à Lomé le 14 février 1991, sous le régime de la communauté des biens, de nationalité togolaise, non résident au sens de la réglementation
fiscal. Numéro 2, Madame Marie-Claire Ounake Adel, commerçante à Aveti Sito, BP 335 km Togo, née à Lomé, Togo, le 21 novembre 1972, épouse de M. Sévon Kodjo TP Adedje, mariée à Lomé le 14 février 1991, sous le régime de la communauté des biens. 3. Madame Dina Delali, libérée Adedje, analyste programmeur, analyste de programme pour le gouvernement du Canada, demeurant 306 rue Tresledge Way, Orléans, Ottawa, K1W OE9 Canada. Né à Lomé, Togo, le 19 décembre 1991, époux de M. Jacob Joseph Raymond, marié à McDock, Québec, Canada, le 19 novembre 2016, sous le régime légal au Québec de la société d'Aquin. De nationalité canadienne, non résident au sens de la réglementation fiscale. C'est la fille d'Adedje. Elle est mariée à un Canadien. 4. De M. Etiam Caleb Adedje, étudiant, demeurant à 240 rue Mouret, applique 303, 307, H3C, 2C7, Montréal, Québec, Canada. Né à Lomé, Togo, le 19 juillet 1994, célibataire. Vous, les petits jeunes de Unir, là, qu'on utilise là, ce matin, on a encore rassemblé certains sur le terrain de Natchaba là-bas. On vous a donné 3 000 pour aller au terrain, pour dire que vous faites la marche pour la paix. Voilà là où les barons, ils mettent l'argent avec leurs enfants. Leurs enfants qui sont nés en 94, d'autres sont nés en 91, d'autres sont nés, je ne sais pas, en 98. Et ils sont déjà propriétaires d'immeubles en Occident. Pendant ce temps, on vous prend comme du bétail sur le terrain de Natchaba là-bas. S'il vous plaît, la technique, attendez d'abord, on n'est pas encore passé par les trucs. On vous prend sur le terrain de Natchaba là-bas, on vous amène au stade municipal, on vous donne 3 000. Eux, ils vous disent de prier. Pendant que vous priez, eux, ils se mettent à l'abri avec leur famille, l'argent et tout. Donc, son fils, Caleb Adedje, né le 19 juin 1994, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité togolaise, non résident au sens fiscal de la réglementation fiscale. 5. Madame Enam Joël Adedje, étudiante en droit, demeurant à Paris, 7505, 11 rue Victor Cousin, née à Tablecopé, Lomé, le 16 décembre 1918, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité togolaise, résident au sens de la réglementation fiscale. Donc, elle réside à Paris, l'étudiante. C'est très important pour la suite du dossier. 6. Madame Ekonam Eunice Adedje, étudiante demeurant à Lyon, 69 003 45 rue du Dauphiné, née au Nebraska, le 23 juin 2004, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité américaine, résidente au sens de la réglementation fiscale. Donc, dans la fratrie de tous les enfants de Adedje, il y a 2 de ces filles qui sont résidents au sens de la réglementation fiscale en France. Et les autres ne sont pas résidents. Donc voilà les statuts, les noms de ceux qui sont dans les statuts. Alors, présence et présentation, présence-représentation. Monsieur Kodjo Sévon Adedje, à ce nom présent, mais représenté par Madame Enam Joël Adedje, donc sa fille, sus nommée en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, suivant procuration sous seing privée, demeurée si annexée. Madame Marie-Claire Ounake Adel, épouse Adedje, à ce nom présent, mais représentée par Madame Joël Enam Adedje, donc toujours leur fille, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, suivant procuration sous seing demeurée si annexée. Madame Dina Delali libérée, épouse Raymond, et machin, déclaration sur la capacité. Préalablement à l'adoption des statuts, les parties déclarent que les indications portées aux présidents concernant leur identité sont parfaitement exactes, qu'il n'existe aucune restriction à leur capacité de s'obliger par chute de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessement de paiement. La copie des passeports des 3 associés est ci-dessus annexée. Comme ils sont cons,
Ils ont donné, il y a tout. Donc, même leur passeport, tout, on a récupéré. Comme ils sont cons. Article 1er. La société sociale est nommée Ahoué. Dans les actes et documents émanant de la société et destinés aux tierces, la dénomination doit être procédée ou immédiatement suivant les mots société civile ou des initiales SC. Ensuite, de l'indication du capital social, du siège social et du numéro d'indication sirène, puis de la mention RCS suivie du nom de la ville au greffe duquel la société est matriculée. Article 4, quatrième article, siège. Le siège de la société est fixé au 27 allée Robert Joanneau, 9200 Boulogne-Billancourt. Il pourrait être transféré. C'est important que vous reteniez cette adresse. On va revenir là-dessus. Il pourrait être transféré, machin. La société est constituée pour une durée de 99 ans. Cette société court à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prolongation de dissolution anticipée. Titre 2, apport capital. Article 1er, apport. Monsieur Kodjo Sevon TP ADG apporte la somme de 350 €. Madame Marie-Claire Ounake Adèle, épouse ADG, apporte la somme de 250 €. Cette somme sera libérée ultérieurement. Madame Dina Delali, libérée ADG, épouse Raymond, apporte la somme de 100 €. Cette somme sera libérée ultérieurement. Monsieur Etiam Kaleb ADG apporte la somme de 100 €. Madame Enam Joël ADG apporte la somme de 100 €. Madame Echonam Eunice ADG apporte la somme de 100 €. Donc, voilà, je ne veux pas lire toute la paperasse. La famille ADG a créé, il y a à peine un an en France, une société civile immobilière. Et à quoi sert une société civile immobilière? On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste que j'ai invité exclusivement pour cette émission. Il nous dira, selon les documents que je lui ai envoyés, qu'il a étudiés, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que après avoir créé la société civile immobilière, la famille ADG a acheté un appartement à l'adresse où la société est domiciliée. La société était domiciliée avant l'achat de l'appartement. Ça veut dire qu'en fait, c'est certainement un appartement qu'ils avaient loué avant de l'acheter. Et cet appartement coûte plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Et l'appartement a été acheté au nom de la femme de M. Adedje et l'argent a été payé une seule fois. C'est-à-dire, voilà l'immeuble dans lequel se trouve, dans lequel se trouve l'appartement qui a été acheté, je vais vous donner le montant exact, qui a été acheté et ils ont payé une seule fois. Alors, l'appartement a été acheté le 30 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, dans le 92, l'appartement fait 92 mètres carrés. 92 mètres carrés, donc c'est très grand. Pour la somme de 848 000 euros. 848 000 euros. Donc, pratiquement, plus les charges, plus toutes les charges, ça fait pratiquement près d'1 million d'euros. Donc, 500 millions. Environ plus de 500 millions payés en une seule fois. Mais c'est au nom de la dame qui est commerçante que l'appartement a été acheté. Et c'est l'appartement qui sert de lieu du siège de la société civile immobilière. Et c'est là aussi où habite
la fille qui a tous les pouvoirs d'administrer la société civile immobilière. Alors, je vais demander à la technique de faire monter notre invité. Moi, j'ai fait une présentation sommaire. L'invité reviendra sur les détails. Je vais lui poser des questions. Et il vous expliquera, dans le cas d'espèce, en quoi ressemble ce montage financier, quelles sont les implications fiscales, et pourquoi ils sont venus investir dans une société civile immobilière, et pourquoi c'est toute la famille qui est dedans. Alors, si la technique le permet, vous pouvez faire monter dans le studio notre invité. Oui. Bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et te remercier pour l'invitation. Et vraiment, ça fait vraiment honneur d'être invité de ta part et pour venir un peu montrer un peu mon expertise dans le domaine. Éclairer la lanterne de nous, les Koulibaly, qui n'avons pas décidé dans la finance pour comprendre comment les montages financiers. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. Je te remercie infiniment. Est-ce que vous entendez l'invité, quand l'invité parle, est-ce que vous l'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que TikTok n'est pas dans le studio? Est-ce que ceux qui sont sur TikTok, vous entendez bien l'invité? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bien. Oui, bonjour Alors, Ferdinand. notre invité, vous le connaissez la voix. Moi-même, je ne le connais pas physiquement, mais j'ai pensé à lui et c'est avec lui que j'ai analysé les documents. Voilà, on m'entend très bien. Il s'appelle Ditri. Merci beaucoup. Alors, Ditri, soyez les bienvenus. Merci. Alors, la première question que je vais vous poser pour les Togolais, tapez le live s'il vous plaît sur TikTok. On regarde des documents que j'ai partagés avec vous. C'est quoi une société civile immobilière? Très bien. D'abord, une société civile immobilière, j'aimerais bien qu'on revienne sur la figure 1. Voilà. Une société civile immobilière, il faut savoir que… S'il vous plaît, pendant que notre invité serait en train de parler, ils vont diffuser des slides. Ils vont diffuser des images. Donc, ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images. On a fait des graphiques pour expliquer ce qui se passe. Alors, vous pouvez aller, monsieur Ditri. Voilà, merci. Je voudrais dire qu'une société civile immobilière, c'est tout d'abord une société civile, comme son nom l'indique, qui est destinée à gérer son propre patrimoine immobilier. C'est-à-dire que c'est une société qui est conçue pour la gestion d'un patrimoine, d'un bien immobilier, notamment les immeubles, notamment les maisons ou un appartement. Donc, les atouts d'une telle société en France, c'est de permettre la détention et la gestion collective de ce bien inscrit à l'actif du bilan. D'accord? Parce que l'inscription de ce bien à l'actif du bilan de la SCI fait de cette SCI la propriétaire de facto de ce bien et également la propriétaire juridique, au sens juridique de ce terme, du terme de ce bien. Et auprès de l'administration fiscale, la société devient donc la redevable directe de la taxe foncière. D'accord? Donc, par conséquent, le capital social d'une telle société est normalement égal au minimum à la valeur du bien immobilier qui a été inscrit à l'actif de la société. Voilà. Donc, dans le cas présent, nous avons une société civile immobilière qui a un capital de 1 000 euros. Mais on y reviendra plus tard. Donc là, je vous définis un peu la caractéristique d'une société immobilière. D'une part… Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que les gens de TikTok disent volume. D'accord. On a fait cet effort-là. Ok. Alors, je parle plus fort. Donc, d'une part, l'inscription du bien au bilan de la société civile immobilière fait de la société civile immobilière la propriétaire de ce bien. D'autre part, le bien peut être géré par la société civile, par exemple, être mis en location pour générer des revenus fonciers qui seront imposés directement dans les mains des associés de la SCI. C'est-à-dire que la société civile immobilière, comme on l'entend, est conçue pour gérer un bien. Là, il faut qu'on le garde bien en tête. Et il faut
il faut qu'on comprenne aussi que ce bien que la société civile gère, normalement, au regard de la loi, d'accord, au regard du code civil, cette société doit être propriétaire de ce bien. Vous voyez? OK. Voilà. Et ensuite, malgré qu'il soit propriétaire de ce bien, les revenus qu'elle génère en gérant ce bien, par exemple les loyers que vont percevoir la société civile immobilière, seront ensuite partagés parmi les associés. Et ces loyers seront imposés ensuite dans les mains des associés. Voilà. Alors, Voilà en parcourant les statuts tels que vous les avez lus, c'est quoi les objectifs de la société civile immobilière Ahoué, de la famille Adédié? Voilà. En parcourant les statuts, on voit bien que l'objet en fait de la société, c'est l'acquisition en état construit ou l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevé, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transmission, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, qui est très importante, l'allocation et la vente à titre exceptionnel de tout bien et droit immobilier. D'accord? Voilà ce qui est écrit dans les statuts. Okay. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est un peu ce que j'ai décrit sur la première figure que vous voyez là. Ouais. Donc, vous avez une société civile immobilière qui a en son sein un bien, qui est propriétaire d'un bien, d'accord? Et cette société civile immobilière a des associés. Là, vous voyez les associés. Là, dans le cas pratique d'une société civile immobilière familiale, on a 2 parents. OK, vous avez les 2 parents et ensuite en bas, vous avez les enfants. Donc, alors, on a pris l'exemple. Ouais, quelle est la quote-part de chacun dans la société? Voilà. Donc, là, pour l'exemple que j'ai donné pour une société civile ordinaire, la quote-part de chacun, il n'y a pas de gérant majoritaire. Vous avez 25% pour le parent 1, 25% pour le parent 2 et ensuite 12-50 pour chaque enfant. Ça, c'est une société civile, on va dire à peu près normale. D'accord? Ouais. Et ensuite, vous avez dans la figure numéro 2, la société civile Ahoué. On passe à la figure numéro 2, s'il vous plaît, au niveau de la technique, s'ils peuvent, voilà. Mais là, maintenant, nous sommes en présence de la société civile Ahoué, de la famille Adédié. Et là, vous voyez que on n'est pas du tout dans la configuration d'une société civile ordinaire. D'accord? Malgré ce qui est écrit dans les statuts. Tout d'abord, on voit bien que la société civile, quand on lit les statuts, on voit que la société civile n'a aucun bien qui est inscrit dans son actif. C'est-à-dire que la société civile n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. D'accord? Ensuite, on voit que M. Adédié est majoritaire avec 35% des parts et bénéficiaire effectif de la société. S'il vous plaît, tapotez le live sur TikTok. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Vas-y, voilà. monsieur Djitri. Si vous pouvez passer à la figure numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, sur la figure numéro 3, nous pouvons voir que tous les apports au sein de la société, tous les apports des associés ont été faits en numéraire. C'est-à-dire que chaque associé a versé de l'argent. Mais personne n'a apporté un immeuble. OK? Personne n'a apporté un immeuble. Parce que normalement, dans une société civile immobilière, un des associés apporte un immeuble qui est ensuite géré par tout le monde. Là, dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Et ensuite, on voit sur la figure numéro 4, si vous pouvez passer la figure numéro 4, que M. Adédié est le détenteur majoritaire du capital de cette SCI. Ça veut dire quoi, détenteur majoritaire? Il a plus de 35% des parts. Et quand on a plus de 25% des parts dans une SCI, on est automatiquement le bénéficiaire effectif. Donc, comme les statuts le disent, ça c'est un article des statuts qui dit que le bénéficiaire effectif est quelqu'un qui possède directement ou indirectement plus de 25% du capital et des droits de vote. Cette définition a un intérêt particulier, c'est que cette personne-là, qui est majoritaire, qui a plus de 25%
de part du capital de la société civile est inscrite sur un fichier. Le fichier, c'est le répertoire des personnes, des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est ce répertoire-là qui va aider tous les services fiscaux, financiers, judiciaires à lutter contre le détournement d'argent public, le blanchiment d'argent ou les circuits financiers illicites. Voilà. Et vous allez voir que, et là, je précise que M. Adedje Kodjo est inscrit sur ce fichier-là en France en tant que bénéficiaire effectif de cette SCI. Ensuite, vous allez voir sur la figure 5 un détail important, que M. Adedje a tenu à être le seul gérant de la SCI. C'est important pour la suite. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, normalement, une SCI, c'est fait pour une gestion collective. Donc, normalement, on doit avoir des personnes qui ont quasiment les mêmes quotes-parts au capital et qui gèrent et qui ont les mêmes pouvoirs de gestion sur l'immeuble. Là, non seulement on n'a pas d'immeuble dans la SCI, mais en plus de ça, on a donc un gérant majoritaire qui tient à être le seul gérant. En revanche, il concède une délégation de signature à une de ses filles que tu as citée tout à l'heure, c'est Madame Enam Adedje qui habite à Paris. Voilà. Elle a la délégation de signature, mais pour toutes les autres personnes de la famille, notamment pour ses deux frères et sœurs qui habitent au Canada, mais également pour sa sœur qui habite ici en France. Voilà. Et quand on dit ça, ça pourrait dénoter de la volonté de M. Kodjo Adedje de tout contrôler. Même s'il implique les membres de sa famille, on voit qu'il tient à garder le contrôle de la SCI. Et on se demande pourquoi, parce que la SCI n'a pas de biens immobiliers, la SCI n'a que 1 000 € de capital, et on se demande pourquoi. Donc, c'est ce qu'on va maintenant voir avec la figure 6. Tapotez le live, s'il vous plaît, sur TikTok. Voilà, sur la figure 5 bis, vous avez les notaires, l'adresse des notaires où le bien a été acheté, enfin, qui ont géré l'acquisition, pardon, pas l'acquisition du bien, mais la création, la constitution de la SCI. C'est la SAS, les notaires des Gobelins, qui se trouvent à Paris, dans le 8e arrondissement, au 61 boulevard Haussmann. Donc, c'est cette société de notaires qui a géré la constitution, la création de la SCI. Donc, c'est bien connu. Cette SCI est bien enregistrée en France, d'accord, pour faire des activités de gestion de biens. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'objet de la SCI, la vente de biens est très exceptionnelle pour une SCI. Dès qu'une SCI se met à faire de la vente, elle devient une société commerciale et elle n'est plus soumise aux mêmes règles fiscales qu'une société civile qui fait juste de la gestion d'un bien qui lui appartient. D'accord? Maintenant, on va passer à la figure 6. Sur la figure 6, on remarque quoi? Que après la constitution de la SCI le 19 novembre 2024, on voit que après, bien après, c'est-à-dire le 30 décembre 2024, que la femme de M. Kodjo Adedje, Madame Hunake Adel Marie-Claire, épouse Adedje, acquiert un bien de 848 000 €, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais sous son nom de jeune fille. Alors qu'elle est mariée sous le régime de la communauté des biens avec M. Adedje depuis le 14 février 1991. Vous voyez? Et là, donc là, sur cette figure, figure 6, vous pouvez voir que la femme de M. Adedje a acquis le bien, non pas en tant que Madame Adedje, mais en tant que Madame Hunake, sous son nom de jeune fille. On comprendra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va passer à la figure 7, où je veux vous montrer en fait que les deux sont mariés sous la communauté des biens
la communauté des biens, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous mariez, vous avez le choix, quand vous vous mariez, de conclure un contrat de mariage qui dit que les biens de chacun ne seront pas mis en commun, que chacun va gérer son bien de chaque côté et que, voilà, quand vous achetez un bien, ça reste votre patrimoine propre et peu importe les liens du mariage. Mais quand il y a le régime de la communauté des biens, ça veut dire que tous les biens que vous allez acheter après le mariage, tous ces biens-là tombent dans la communauté. D'accord? Ça veut dire que le bien de Madame Hunake, qu'elle a acheté sous son nom de jeune fille, pour peut-être dissimuler le fait qu'elle n'est pas la femme de Monsieur Adedje, d'accord? Ces biens-là, même si elle dissimule son identité de femme de Monsieur Adedje, ce bien tombe dans la communauté des biens. Donc, c'est-à-dire que ce bien est quand même la propriété de Monsieur Adedje Kodjo. J'espère que vous suivez bien la subtilité là. Nous suivons très bien. Voilà. Donc, on va vous détailler pourquoi, dans quel intérêt, en fait, Madame Adedje a fait ce tour de passe-passe. En fait, en France, elle a acheté le bien comment? Vous pouvez expliquer ça à ceux qui nous suivent. Voilà, elle a payé comment? Donc, le bien, quand on voit les documents que tu as présentés tout à l'heure, on voit que le bien a été payé en une fois, qu'il n'y a pas eu de règlement plusieurs fois ou de chèque ou quoi que ce soit. D'après les documents, le bien a été réglé en numéraire en une fois, sûrement par un virement ou voilà. Ça fait combien en CFA? Une opération bancaire. Ça fait combien en CFA? Ça fait 556 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. 556 millions de francs CFA pour un appartement de 93 mètres carrés. Quelle est la caractéristique de l'appartement? Voilà, cet appartement fait 92 mètres carrés, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un appartement de 4 pièces qui est situé donc à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, tout le monde connaît, tous ceux qui habitent en France savent que c'est un quartier UP, enfin en tout cas c'est une zone UP où le prix de l'immobilier est très cher. Souvent, le prix du mètre carré avoisine les 9 000, voire 10 000 euros au mètre carré. C'est un endroit où les biens immobiliers sont très, très chers. Donc, je répète, le prix au mètre carré à Boulogne-Billancourt, où le couple Adedje, la famille Adedje a acquis cet appartement, le prix au mètre carré est entre 9 000 et 10 000 euros le mètre carré. C'est comme le Valois-Perret et tout ça. Voilà, exactement. Neuilly, voilà, Neuilly-sur-Seine et tout ça. Ouais. Voilà le coin. En tout cas, dans le 92, il y a une bonne partie qui est très huppée, très, très chère, parce que, bon, voilà, il y a une bonne gestion de la ville, il y a un bon système d'assainissement, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les crèches, vous avez tous les services publics qui marchent très, très, très bien. Vous avez, au niveau de la circulation, ça, c'est très fluide. Les espaces verts, c'est très, très, très bien urbanisé, en fait. Il y a d'ailleurs Ayassor qui a un bien à Neuilly-sur-Seine. On reviendra plus tard. Voilà, donc c'est des cas qu'on va revenir plus tard pour étudier. Donc, il faut savoir que le coin dans lequel l'appartement a été acquis est un coin très, très cher. Maintenant, en France, on va faire un retour sur la figure 2, s'il vous plaît. Sur la figure 2. Il faut savoir qu'en France, ben, quand vous êtes une personnalité politique et surtout un élu, vous êtes scruté et toutes vos transactions financières sont analysées par des services dédiés à la lutte contre les circuits financiers illicites, comme j'ai dit tout à l'heure, contre la corruption, contre les détournements de fonds publics et le blanchiment d'argent. À titre d'exemple, beaucoup connaissent le TRACFIN, mais il y a aussi d'autres organismes complémentaires comme le HATVP, qui est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou encore la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et le PNF, le Parquet National Financier. Il faut savoir que ces entités reçoivent… Le Parquet National Financier qui a été créé à la suite du scandale de Cahuzac. De Cahuzac, qui était un ancien secrétaire d'État
Voilà. de la gestion. Voilà. Voilà, c'est une conséquence d'une enquête de Mediapart, donc une œuvre des journalistes. Exactement, exactement. Tu as très raison de le préciser parce que c'est Mediapart, c'est grâce à Mediapart qu'on a pu découvrir, voilà, l'évasion fiscale qui était commise par ce secrétaire d'État qui avait rang de ministre. Hein. Donc, très, très grave. Qui était même le ministre de la gestion publique et voilà, et pas de l'économie, mais de la gestion publique. C'est très, très grave. Donc, ce parquet a été mis en place après ce scandale. Il faut savoir que ces entités reçoivent des signaux d'alerte si vous êtes un député ou un membre de la famille d'un député, d'accord, et que vous effectuez une transaction financière d'un certain montant. Donc, les montants, ça varie, hein, ça varie des différents organismes. Parfois, mais au TRACFIN, par exemple, il faut savoir que quand vous faites, même n'importe qui, quand vous faites un virement de 2000 € dans une semaine, il faut savoir que votre banque le signale à TRACFIN. Si vous en faites plusieurs dans la semaine, de plus de 2000 €, il faut savoir que toutes ces informations remontent à TRACFIN qui va faire des fouilles, qui va commencer à enquêter sur vous, sur comment dire, vos activités professionnelles et tout, pour découvrir le trafic, en fait, enfin, le circuit des fonds. Et là, vous avez donc un montant de 848 000 € qui ont été donc déboursés pour acheter ce formidable appartement. C'est-à-dire que les gens ont transféré du Togo exactement plus de 556 millions. Exactement. Donc, un demi-milliard, plus d'un demi-milliard. Plus d'un demi-milliard. Pour acheter un appartement de 4 pièces en France. C'est-à-dire, les gens se sont levés un matin et ils ont sorti du Togo d'un seul coup. Parce que généralement, les gens qui achètent des biens immobiliers, ils le font sur la base des prêts, des crédits, que des gens payent sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça. Mais eux, ils ont sorti en un seul coup du Togo 556 millions, donc un demi-milliard pour acheter un bien en France. Est-ce que ce demi-milliard-là, c'est l'argent des cotisations à l'église de M. Adedje ou bien comment ils ont trouvé ça, M. Ditri? Est-ce que c'est, voilà, comme les Togolais aiment aller à l'église, les églises réveillées et tout ça, est-ce que c'est les Togolais qui ont cotisé, c'est dans la caisse de l'église, comme il y a les Hamefofo, les Hamedada, tout ça, qu'ils ont sorti l'argent comme ça pour aller acheter l'immeuble, ou bien on est en droit de se poser la question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé un demi-milliard pour acheter cet appartement en France? Est-ce que ce sont les dîmes de leur église, Mesa, ou c'est, je ne sais pas, puisqu'on sait que M. Adedje, c'est un douanier, il a été commissaire général des douanes, il a été directeur général des douanes, commissaire général de l'OTR, et après il est devenu, il est à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. On sait aussi qu'entre-temps, il y a eu une rumeur ou un scandale comme quoi l'argent aurait disparu à son domicile. Est-ce que, et comme par hasard, c'est juste après cette période où on parle de l'argent aurait disparu à son domicile qu'ils achètent l'immeuble en France? Ce n'est quand même pas, la période n'est quand même pas curieuse quand même. La période est curieuse quand même. Ce n'est pas anodin, effectivement. Exactement. Et c'est une très bonne question parce que ça pose la question de la déclaration des biens, des revenus, des avoirs et des biens des personnalités publiques. Il faut savoir que normalement au Togo, il y a une loi qui a été votée pour contraindre toutes les personnalités publiques, notamment les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires, directeurs de sociétés publiques, à déclarer leurs biens, leurs revenus, voilà, à chaque année, à notamment la dame là, madame qui est la médiatrice de la République, qui est aussi directrice du HCROUM. Voilà, donc normalement, c'est elle. Mais le problème, c'est que ces documents ne sont pas publics, ne sont pas rendus publics. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. De toute façon, ça fait 20 ans, rien n'a été déclaré. Et ça a été le débat qui a toujours animé la scène publique au Togo. Et on sait que dans les dernières facilités que le FMI vient d'accorder au Togo, l'une des conditionnalités, c'est que il faut que les dirigeants déclarent leurs biens. Et dans la loi sur la déclaration des biens, il est précisé que les biens sont déclarés non seulement au nom de la personne, mais aussi de son épouse. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur fortune sous le nom de leurs enfants, de leur épouse et de leurs proches. Vous voyez. Et donc là,
On se retrouve aujourd'hui avec cette acquisition-là de plus d'un demi-milliard en France. La France qui cherche, comme par hasard, à déstabiliser le Togo. Et donc, c'est en France que les gouvernants togolais viennent acheter des appartements et viennent créer des sociétés civiles immobilières, viennent investir. Pendant ce temps, les routes qui sont au Togo, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les CMS n'ont pas d'alcool, n'ont pas d'ambulance, n'ont absolument rien. Alors, la question de savoir où est-ce que Mme Adedje a trouvé un demi-milliard pour venir acheter un appartement en France. Exactement. Et le souci, et je voudrais rajouter aussi que au sein même de l'UEMOA, il y a une directive qui, je ne sais pas si elle a été transposée déjà au Togo, mais je pense qu'elle a été. Il y a une directive qui impose à toutes les organisations non lucratives, notamment les églises et tout ça, puisque tu as parlé tout à l'heure de la dîme, de déclarer leur comptabilité, notamment à la Cour des comptes et au CENTIF aussi, qui est au Togo. Donc, il y a toutes ces lacunes-là qui ne sont pas encore comblées au Togo et qu'on a nécessairement besoin d'appuyer pour comprendre certaines choses. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais il faut rappeler que M. Adedje est aussi pasteur, et pasteur d'une congrégation. Et normalement, cette congrégation doit déclarer ses comptes au niveau du CENTIF. Voilà, le CENTIF, c'est un organisme au Togo là-bas qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le détournement de fonds publics. Ce n'est pas fait et ce n'est pas rendu public. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est très important, c'est très préoccupant parce que quand on a des cas comme ça, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Donc, je vais continuer sur la démonstration que je vous faisais. Ouais, vous pouvez aller. Pourquoi Madame Adedje a donc acheté ce bien en son nom de jeune fille et pas au nom de Monsieur Adedje? Déjà, je veux vous rappeler la petite histoire de François Fillon et de sa femme Pénélope qui s'est passée ici en France. Parce que puisqu'on est en France, c'est que le bien se trouve en France. Vous savez que François Fillon a été ministre un temps et que lors d'une campagne, de pré-campagne aux élections présidentielles, il y a eu une affaire qui l'a éclaboussé. Et cette affaire, c'était concernant des emplois fictifs qui ont été confiés à sa femme et on l'accusait d'avoir employé sa femme et d'avoir détourné de l'argent public pour rémunérer sa femme pour un travail qui ne méritait pas ce travail, enfin ce salaire-là. Donc, François Fillon a été confondu dans cette dires. Il a été poursuivi et condamné par la justice pour avoir confié de l'argent à sa femme et indirectement se soit dissimulé derrière cet argent qu'il a confié à sa femme. Par exemple, je pense que, si je ne me trompe pas, sa femme avait un salaire de 200 000 euros et quelques pour un travail d'attaché parlementaire ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que c'est un acte répréhensible par la justice. Donc, pourquoi Madame Hunake maintenant est partie acheter cet immeuble en son nom? C'est parce qu'elle voulait justement échapper à tous les radars là, des services que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, le Tracfin, DGFIP, PNF et tout. Donc, c'est pour échapper à ces radars-là. Parce que voilà, en affichant, si elle avait affiché son nom marital, son nom d'épouse, certainement, il y aurait eu des signaux comme quoi Adedje est un député au Togo, c'est une personnalité publique, donc on va nécessairement lui demander l'origine des fonds. Pour la petite histoire, je ne te coupe pas la parole, mais c'est important cette précision. Il y a de cela 2 mois ou 2 mois et demi, j'ai reçu de certains services qui contrôlent les transactions financières un document d'une femme politique au Togo, et qui est d'ailleurs dans l'opposition, qui faisait des transactions douteuses et qui a été inscrit sur la liste des personnes politiquement exposées. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'histoire des finances. Si, c'est ça. Et des personnes politiquement exposées
et j'ai partagé ces informations avec quelques amis. J'ai trouvé quand même bizarre que une femme qui est dans la classe politique, qui n'a pas une activité financière assez importante connue, puisse sortir énormément d'argent du Togo au point qu'elle est suivie par les services qui traquent la sortie des fonds douteux. Bon, je ne donnerai pas le nom ici, c'est un document que je possède. C'est pour ça que quand les gens font du bruit, parfois je le regarde et puis je ris. Parce que bon, nous, on a la capacité d'avoir des éléments et on sait qui est qui dans cette histoire-là. Et donc, ce document-là, je l'ai à mon niveau, je l'ai partagé avec quelques amis. Et c'est vraiment, c'est-à-dire, ce qui se passe dans notre pays, le Togo, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et quand vous voyez des gens qui font la bouche, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font derrière. Vous pouvez continuer, cher ami Titri. C'est effectivement, effectivement. Donc là, là où le soupçon renaît dans le cas des ADJ, c'est que Madame ADJ ou Madame Bounake est minoritaire de la SCI de Monsieur ADJ. Si par exemple, elle avait acheté cet immeuble-là, mais qu'elle n'était pas aussi actionnaire ou bien associée de la SCI de Monsieur ADJ, on aurait pu croire que bon, on n'aurait pas soupçonné grand-chose. Mais pour le moment, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI, non. Non, là, justement, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI. Voilà. OK? Mais la propriétaire de l'immeuble est actionnaire de la SCI. Ouais. Pire encore, le siège de la SCI se trouve dans l'immeuble. Dans l'immeuble. C'est-à-dire à la même adresse que l'appartement. Ouais. Donc, ça veut dire que, quelque part, la SCI gère le bien. Ouais. Mais pour le compte de qui? Ouais. De la SCI ou bien pour le compte de Madame ADJ? Ouais. Parce que normalement, quand on crée une SCI pour gérer un bien, c'est surtout pour sa famille. Mais il faut surtout que le bien soit dans la SCI. Il faut que le bien soit la propriété de la SCI. D'accord? Et c'est comme ça seulement que les revenus de la location du bien ou bien les revenus de l'utilisation du bien peuvent bénéficier aux enfants. Ouais. Mais là, la SCI gère un bien qui n'est pas sa propriété. D'accord? On n'a pas de convention de mise à disposition, ni de mandat de gestion qui a été établi entre Madame ADJ et la SCI, ce qui est un indice de fraude. Donc, ouais. On voit bien que quelque part, c'est une manière détournée de M. ADJ pour garder le contrôle sur la SCI. Donc, il y a une volonté de ne pas afficher le lien direct entre M. ADJ et l'acquisition onéreuse de ce logement. Donc, vous voyez qu'entre M. ADJ et le bien, il a été interposé sa femme. Mais ouais. Sa femme avec, comment dire, son nom de jeune fille. Donc, normalement, elle devait passer sous les radars. Mais ouais. Moi, je peux vous dire que cette opération ne va pas passer sous les radars puisqu'on en parle aujourd'hui et je pense que ça a dû attirer l'attention de beaucoup de personnes qui travaillent dans ces directions-là. Une autre question, monsieur oui. Lorsque la Cour des comptes a sorti son rapport sur la gestion des fonds de Covid, M. ADJ était au ministère du Commerce. Exactement. C'est sous lui qu'on a commandé des milliards de riz ou je ne sais pas quoi là. Dont ça, de riz et de haricots. De haricots, c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est également lui qui a donné le marché de la rénovation du ministère du Commerce à Lanclivie. Ça, les gens ne savent pas. Et il y a un gros marché qu'on a donné à Lanclivie pour la rénovation du ministère du Commerce, qui est en face du ministère des Affaires étrangères. C'est la société de Lanclivie, premier, qui a fait ces travaux, mais tout porte à croire que les travaux ont été surfacturés. On a ce dossier-là qui est au frigo pour le moment. On le sortira au moment venu avec tous les détails et comment le marché a été bâclé, les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux qui ne sont pas de qualité et tout. Et donc, c'est toujours au temps du ministre ADJ que ce marché a été donné au fameux chef entrepreneur Lanclivie premier. Exactement. Donc, il y a des soupçons, il y a de réels soupçons sur ce monsieur. En tout cas, il faut savoir que s'il avait directement acheté l'appartement en son nom,
il aurait éveillé les soupçons de Tracfin. Ouais, les soupçons. Voilà, il aurait éveillé les soupçons de Tracfin, de la DGFIP, du PNF et tout cet organisme-là sur un possible détournement de fonds publics. Et là, on lui aurait demandé directement à lui de justifier l'origine des fonds. Ouais. D'accord? On lui, s'il avait inscrit aussi, et là, c'est là où c'est important. C'est clair que vous ne pouvez pas transférer un demi-milliard en France sans qu'on vous demande où est-ce que vous avez trouvé les fonds. Exactement. Exactement. Et c'est quasi automatique. Ouais. Vous le savez très bien que vous ne pouvez même pas passer à l'aéroport avec 10 000 euros en liquide. Exactement. Voilà, plus de 10 000 euros en liquide. Donc, on va vous arrêter, on va vous confisquer l'argent, on va vous demander de justifier l'origine. Si vous ne pouvez pas justifier l'origine, on prend l'argent, on taxe à 80, voire à 100%. C'est-à-dire qu'on va récupérer quasiment la totalité. Parce qu'on va le taxer dans le cadre, dans le régime des revenus illicites ou bien des revenus non déclarés. Donc, on va le taxer, on va vous le récupérer totalement. Vous voyez? Donc, il a fait ce montage pour éviter d'être pointé, pour éviter d'être interpellé directement pour justifier les fonds. S'il avait inscrit aussi au bilan de la société, il aurait été aussi interpellé puisqu'il est le gérant de cette société-là. Ouais. On lui aurait demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour acheter le bien que vous intégrez dans votre société civile immobilière? Et comme dans cette société civile immobilière, il n'y a que sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, c'est sûr qu'aucun de ses enfants ne pourra justifier, d'accord, comment ils ont eu 500 millions de francs CFA pour venir acheter une maison en France, enfin un appartement en France. Je rappelle que 3 de ses enfants sont étudiants, notamment Caleb, Enam et Eronam. Les 3 ont moins de 30 ans. Ils sont étudiants. Et donc, n'ont pas de travail connu. Ils sont étudiants. Ils n'ont pas de travail connu. Ouais. Voilà. Ouais. Et l'autre, la plus âgée, Madame Raymond, est donc analyste au Canada. Ouais. Bon, elle est mariée, mais je pense que elle ne se permettrait pas, vu la législation canadienne, ouais, de se lancer dans cette histoire-là pour blanchir l'origine des fonds. Elle aurait été vraiment, comment dire, dérangée, je pense, ou bien embêtée dans ce trafic-là. Alors, donc, il ne restait que, oui. Une autre question, comment 500 milliards, comment 500 millions, plus de 500 millions, donc un demi-milliard, ont pu être virés par un particulier de Lomé vers la France sans qu'au Togo, il n'y ait pas de service de contrôle. Le ministère de l'économie et des finances, la BCAO, pour un virement de cette nature, au moins il y aurait eu des alertes quand même. Normalement, il y aurait eu des alertes. Donc, c'est clair que nous, si on ne sait pas, moi, ça, c'est des informations que je n'ai pas, mais c'est clair que là, maintenant, il va y avoir des choses qui vont se mettre en branle au niveau des directions, des services pour connaître réellement les conditions dans lesquelles s'est faite cette transaction-là, pour savoir comment est-ce que, parce que la société qui leur a vendu l'appartement, elle est connue, c'est une SCI qui s'appelle la SCI Les Marguerites, qui est aussi domiciliée à Paris là-bas, en région parisienne. Donc, il n'y a pas de risque que l'argent fuit ou bien que les gens fuient. C'est sûr que si une enquête se lance aujourd'hui, on va pouvoir interpeller tous les acteurs de la transaction et leur poser des questions. Voilà, ça se fait régulièrement. Et je suis sûr que s'ils n'arrivent pas à prouver l'origine des fonds, parce que dans cette histoire, vu l'importance de la somme, c'est possible qu'il y ait eu des gens qui ont été arrosés un peu dans le circuit. Donc, s'ils n'arrivent pas à prouver l'origine des fonds, c'est sûr qu'il y a des têtes qui vont tomber, aussi bien dans les établissements financiers qui ont fait la transaction qu'au niveau de la société qui a vendu le bien. Alors, des gens qui achètent d'un seul coup un appartement à plus de 500 millions, un demi-milliard, ça veut dire que s'ils sont capables d'acheter d'un seul coup un appartement d'un demi-milliard, c'est qu'ils en ont plus. Exactement. Et que ça, c'est rien pour eux, c'est absolument rien, c'est qu'ils en ont plus. Exactement. Alors, on nous a dit que dans la zone UEMOA, toutes les transactions financières sont surveillées, vous ne pouvez pas virer tel montant, dépasser un plafond sans justifier, tout ça. Mais où sont les réglementations de l'UEMOA? Très bonne question.
Très bonne question. Mais vous savez, les réglementations de l'UMOA, tous les pays au Togo ne les respectent pas. Tous les pays en Afrique, pardon, ne les respectent pas. Notamment le Togo. Le Togo ne respecte pas les réglementations de l'UMOA. J'ai parlé tout à l'heure de la déclaration comptable de toutes les associations, tous les organismes à but non lucratif qui exercent au Togo, y compris les églises, parce qu'il faut savoir que les églises sont des associations à la base et que normalement, ces églises-là, normalement, doivent déclarer leur comptabilité ou bien leur compte à un organisme. Mais ça n'est pas fait. Je mets au défi des pasteurs qui peuvent me dire qu'ils déclarent leur compte au centif, par exemple. Voilà, je pense que c'est pas fait, c'est pas respecté, tout simplement. C'est pas Alors, respecté. alors, nous faisons cette émission-là et que nous parlons de cette société civile immobilière avec l'acquisition de cet appartement. Monsieur Adedje est en séjour en France, en séjour officiel en France. Certainement qu'il fera un tour à Boulogne-Billancourt pour voir sa fille dans leur nouvel appartement. Bon, est-ce que notre invité a encore quelques détails à expliquer à ceux qui sont en ligne? On a quand même atteint les plus de 12 500 en ligne sur YouTube. Et Oui, 8 000. d'accord, super. Donc, je voudrais quand même préciser que même s'ils ont fait ce montage, il y a un faisceau d'indices qui va réveiller la vigilance des services dont on a parlé tout à l'heure. Le premier faisceau d'indices, c'est la proximité de la création de la SCI et de l'achat du bien. Ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est le fait que l'immeuble, enfin l'appartement a été acheté quasiment en une fois, par un paiement en une seule fois. Je vais demander à la technique de projeter l'image du fils d'Adedje. Il est étudiant, mais au Canada, il se dit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont en son nom. Voilà. Regardez la voiture d'un étudiant. Avec une très belle voiture. C'est lui-même qui a posté cette voiture. Allons-y, monsieur Djitri. Voilà, donc il y a un faisceau d'indices. Donc le premier, je vous ai dit la proximité des dates des opérations qu'ils ont réalisées. La SCI a été constituée sans bien le 19 novembre. Le bien a été acheté par la femme sous son nom de jeune fille en décembre 2024. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres indices comme le fait que le bien a été acheté quasiment par un paiement en une seule fois, puisque Madame Adedje n'est pas résidente en France, donc Madame Adedje ne peut pas avoir de crédit immobilier en France, tout simplement. Donc ensuite, le fait que Madame Adedje, qui est propriétaire du bien, soit en même temps actionnaire ou pardon associé, il faut être précis, associé de la SCI de Monsieur Adedje, ça aussi c'est un problème. Le fait que M. Adedje reste le gérant principal de la société civile, ça aussi, ça pose problème, puisque on ne peut pas créer une SCI sans bien, ne pas habiter en France et se déclarer gestionnaire ou bien gérant de la SCI. Ça n'a pas de logique, il n'y a pas de logique dans ça. Donc, il y a beaucoup d'indices, il y a un faisceau d'indices qui vont réveiller la vigilance de tous ces organismes-là, qui vont sûrement commencer à faire donc des contrôles sur cette société-là, mais également sur les enfants et la société qui a vendu l'immeuble. Et je vais finir donc par les infractions et les conséquences qui s'y rattachent. Il faut savoir que voilà, en droit civil, donc la fraude fiscale en France est donc réglementée, elle est régie par cet article-là, l'article 1741 du Code général des impôts. Avant d'y arriver, je vais quand même présenter ce qu'il risque au niveau civil, sur le plan civil. S'il est établi que la SCI gère un bien sans avoir la capacité juridique, c'est-à-dire sans être ni propriétaire ni mandaté, d'accord, pour le faire, alors le gérant, Monsieur Adedje, peut être poursuivi pour violation des statuts, faute de gestion, détournement de l'objet social, mauvaise foi ou négligence. La SCI, quant à elle, peut être déclarée fictive
si elle sert à dissimuler des actes personnels, ce qui ouvre donc une action en confusion de patrimoine contre le gérant. Ensuite, en droit fiscal, vous avez donc ce test-là qui vous est présenté, qui va permettre à l'administration, à la suite d'un contrôle, de requalifier la SCI en société de fait, c'est-à-dire dans une société commerciale. La SCI, vu qu'elle n'a pas de bien, qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien, qu'elle ne gère pas un bien, et que son gérant n'habite même pas en France, il est possible que cette SCI de gestion soit requalifiée en société de fait, c'est-à-dire en société commerciale. Et là, en société commerciale, la fiscalité, le régime fiscal n'est plus le même. D'accord? Et comme il y a visiblement une activité illicite, il y a une volonté de dissimuler une activité de la SCI, ben, vous allez avoir donc une application de pénalité qui peut aller de 40 à 80% des sommes en jeu. Là, on parle de 848 000 euros hein, pour l'appartement. Donc, et pénalement, vraiment maintenant pénalement, là où c'est encore plus grave, c'est que pénalement, la dissimulation volontaire de revenus, l'omission de déclaration de l'existence d'un bien sont punis, et la fraude fiscale, pardon, sont punis de 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 euros d'amende. Et cette sanction peut être portée à 7 ans si ces actes sont commis en bande organisée. En l'espèce, on a Madame Adedje qui est propriétaire du bien et il y a 16 enfants qui peuvent être considérés comme des complices ou des receleurs de fraude fiscale, vu qu'ils bénéficient aussi du montage. Voilà ce que je veux ajouter concernant donc les infractions et les conséquences liées à ces infractions que risque non seulement M. Adedje lui-même en tant que gérant de la SCI, mais également toute sa famille. Toute sa famille, puisque vous avez la femme qui est propriétaire d'un bien et ce bien est apporté indirectement et frauduleusement à la SCI. Donc, tous ces actes-là sont punis par la loi parce qu'il y a une volonté manifeste hein, de contourner la loi fiscale. Il y a une volonté manifeste de dissimuler le fait que ce bien appartient à M. Adedje, d'accord? Puisqu'il est le bénéficiaire effectif de la SCI qui gère cet immeuble. Donc, il met quelque part, non seulement lui, mais toute sa famille dans une situation très dangereuse. Voilà, il met sa famille dans une situation très dangereuse qui pourrait coûter, par exemple, la prison ou bien des contrôles fiscaux à ces 2 filles qui sont en France, puisqu'elles sont actionnaires, qu'elles sont associées de la SCI. Tout en étant des étudiantes. Elles sont étudiantes. Elles sont étudiantes. Maintenant, je ne connais pas leur train de vie, hein, mais c'est clair que quand la DGFiP, les services fiscaux vont leur tomber dessus, on va analyser leur train de vie, on va analyser leur signe extérieur de richesse. Par exemple, là, le jeune qui a, comment dire, le jeune qui est au Canada, qui a une Audi, le service fiscal, le Canada, c'est tout un autre dossier sur lequel on reviendra. Voilà. Mais si ces enfants ont le même train de vie. C'est encore plus grave que la France. On y reviendra. Ah, voilà. Donc, mais si ces enfants qui sont en France ont le même train de vie que celui-là qui est au Canada, mais il faut savoir qu'elles vont être scrutées, elles vont être analysées, contrôlées par les services fiscaux qui vont tout scruter. Leurs comptes bancaires, tous les comptes bancaires sur les 5 dernières années vont être scrutés. Leur train de vie, c'est-à-dire qu'on va venir chez eux, vérifier les voitures qu'ils ont, les bijoux qu'ils ont, tout ce qu'ils ont dans leur maison, elles vont devoir tout déclarer parce qu'il y a un soupçon hein, de circuits illicites, de circuits financiers illicites dissimulés. Et vu qu'ils font partie de cette SCI qui est complètement irrégulière, on va dire, la SCI est vraiment bizarre parce que c'est pas une SCI. C'est pour ça que j'ai tenu à faire le comparatif entre une SCI ordinaire et la SCI Aroé. Leur SCI, telle qu'ils l'ont conçue, n'a rien de normal par rapport à la loi française. Donc, il faut savoir que tous les associés sont aujourd'hui
voilà, sur, comment dire ça, sous le feu et vont certainement avoir des contrôles dans les jours, dans les mois qui suivent. Merci beaucoup, Alors, Ferdinand. merci beaucoup. Pour le cas du Togo, qu'est-ce qu'il risque au Togo? Rien. Ben, je pense il ne risque rien au Togo. Au Togo, déjà, il faudrait qu'il déclare ses biens, ses avoirs et ses biens. Je pense que ce n'est pas fait. Il faudrait aussi que l'OTR se mette à contrôler pour savoir où est-ce que sa femme, qui se déclare commerçante, a trouvé comment dire, c'était 556 millions de francs CFA pour acheter un appartement à Paris. Il faudrait que l'OTR puisse, parce qu'elle exerce son activité au Togo, elle gagne son argent au Togo, donc normalement, elle doit pouvoir prouver l'origine de cet argent qu'elle gagne au Togo. Maintenant, si elle ne le fait pas, si l'OTR ne le fait pas, c'est clair que la DGFIP en France va le faire, puisque le bien se trouve en France. Donc, on va engager tous les contrôles relatifs à ce bien et ensuite tous les contrôles relatifs à la SCI. D'accord. Alors, merci infiniment notre frère et compatriote Ditri qui a consacré ce dimanche après-midi pour nous accompagner dans cette émission, pour venir nous expliquer en tant que spécialiste de montage financier. J'avoue que seul, je n'aurais pas pu l'expliquer avec autant de particularités, autant d'exactitude, autant de pertinence. Même quand on est journaliste, parfois, il faut savoir connaître ses limites et faire appel à des spécialistes. C'est ce qu'on a eu à faire depuis hier jusqu'à aujourd'hui en analysant ensemble ces documents-là qu'on a pu collecter. Et je vous laisse ces documents, Monsieur Ditri, que vous pouvez à loisir exploiter dans vos prochains lives. Tout ceci nous renvoie à la gestion qui est faite de notre pays, à cette minorité qui a un visage, mais qui n'est jamais inquiété. Amron l'a encore dit hier qu'il y a quelqu'un au Togo qui a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays, et on sait que cette minorité, elle est issue de l'administration. C'est pas des ADD et ses enfants ne sont pas des industriels. C'est pas des gens qui ont hérité d'une fortune de Bill Gates, de Rockefeller, ou je ne sais pas de quoi. Mais c'est des gens qui ont travaillé dans l'administration, comment dirais-je, qui sont des fonctionnaires dont les salaires sont connus, on sait combien ils gagnent, mais qui se sont constitués une fortune colossale, une fortune énorme au point d'investir ils n'investissent même pas au Togo. C'est encore ce qui est encore vraiment révoltant. Ces gens-là n'investissent pas leur fortune au Togo. Ils investissent au Canada, au Ghana, dans un pays voisin, en France et peut-être même ailleurs. Donc, les jeunes qui sont dans UNIR, les gens qui sont dans UNIR, qui sont souvent appelés, nous sommes en période de campagne, on vous met dans les camions comme des moutons, on vous promène de site en site, on vous donne quelques habits, quelques tricots, on vous dit que c'est fort seulement, c'est fort avec fort. Je ne sais même pas comment ils font le slogan, vous courez dans tous les sens, ils viennent vous parler de Dieu, de reconnaissance à Dieu, journée de reconnaissance, de ci, de ça, il faut prier, il faut faire ci. Pendant ce temps, eux, ils mettent de l'argent de côté. On se rappelle quand les colons sont arrivés chez nous, ils ont donné la Bible, pendant qu'on était en train de prier, eux, ils mettaient la main sur... je ne sais pas comment dire. Pendant que nous, on était en train de regarder la Bible, ils mettaient la main sur... comment je dirais ça? Pendant que les missionnaires occupaient les gens de la Bible, les autres mettaient la main sur les richesses du pays. Et c'est le même mode opératoire. Pendant que dans les églises, on vous dit de prier, d'attendre le retour de Jésus. Je parle de ceux qui sont des décideurs du pays, hein, je ne parle pas des religieux que nous connaissons. Ceux qui sont aux décisions du pays, qui sont en même temps aussi des pasteurs, pendant qu'ils viennent vous dire, priez, Maoula ou Ekouto, eux, ils mettent de l'argent de côté, de la fortune, ils mettent de côté pour eux, pour leurs enfants, ils investissent ailleurs pour leur beau vieux jour. Donc, à un moment donné, il faudra qu'au Togo, on commence par arrêter au moins des gens qui sont dans la minorité et qui détournent les terres et qui détournent les milliards qu'ils investissent ailleurs. Je suis convaincu que si vous allez à Convier, vous allez à Bichitove, il y a un centre de santé qui n'a pas de médicaments. Il y a une école qui n'a pas un bon toit. Il y a une route qui n'est pas bien faite. Il n'y a pas de forage. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas ci. Il n'y a pas ça.
Mais, et je suis sûr aussi que quand vous allez à Fania, puisque je connais là-bas, je suis allé faire des reportages là-bas, d'où vient la femme de Adédié, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route, il n'y a pas de marché. Pendant ce temps, on prend un demi-milliard pour venir acheter un appartement en France, on va payer les impôts, on va payer la taxe foncière, je ne sais pas, on va payer plein de choses aux Blancs. Et pendant ce temps, le pays est en train de se détruire. Alors, c'est pour toutes ces raisons que nous avons l'habitude de dire le Togo doit changer. C'est parce qu'un seul groupe, une seule entité a dirigé le pays pendant des années qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où vous avez une minorité qui s'est accaparée de toutes les richesses du pays et qui bénéficie du parapluie de l'impunité à eux accordée par leur chef, qui est lui-même le chef de la minorité. Donc aujourd'hui, les Togolais ont plus que des raisons de sortir dans la rue pour dire ça suffit comme ça. Et je profite pour appeler les gens à sortir dans les manifestations, dans les mots d'ordre qui sont donnés. Il faut à un moment dire ça suffit comme ça. Parce qu'au moment où les gens n'ont même pas de quoi acheter, de quoi acheter, et je ne sais pas, un seul repas par jour, les gens n'ont même pas 5 000 francs pour acheter les médicaments dans les hôpitaux. Les gens sortent un demi-milliard pour venir acheter des appartements en France où ils vont payer les taxes, ils vont payer les impôts. Ce n'est pas acceptable dans notre pays. Et ces gens-là, ils ont été juste des fonctionnaires. Ce n'est pas des gens qui ont été c'est pas des opérateurs économiques, des industriels. C'est juste des fonctionnaires. Un fonctionnaire a trouvé où un demi-milliard pour aller acheter un appartement en France à travers sa femme. Donc, la même situation se pose aussi pour tous les biens qu'ils ont au Canada. Tous ceux qui ont acheté les biens. Je vous ai dit tantôt qu'on a retrouvé un appartement de Ayassor dans le 92 aussi, à Neuilly-sur-Seine. On reviendra là-dessus. On est en train de collecter toutes les informations. Ça aussi, c'est avec sa fille, Ashira Ayassor, qui est là-dessus. Une fille qui, selon les documents, travaille dans un... qui est au Pôle emploi en France, c'est-à-dire qui ne travaille même pas. Une fille qui ne travaille pas. Mais qui est propriétaire d'appartement à Neuilly-sur-Seine. Son nom est sur... il y a tellement de choses inacceptables qui se passent dans notre pays. Et donc, ces genres de dossiers qu'on va multiplier, Dieu a fait qu'aujourd'hui, la tontine est tombée sur Ayassor et sur Adédié parce qu'il est en France. Demain, la tontine va tomber peut-être sur Ayassor, après ça va tomber sur quelqu'un d'autre, après ça va tomber sur quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on crée un collectif, il faut qu'on s'organise mieux pour poursuivre ces gens-là. Et on a des éléments factuels pour les poursuivre. Si le Togo ne peut pas les arrêter, malgré au-delà du mal qu'ils font pour le pays, malgré le mal qu'ils font pour le pays, parce que tout cet argent qu'on sort du pays pour venir investir en France, on peut construire les écoles, créer des entreprises, donner aux jeunes, les bourses aux étudiants. Donc, si on ne peut pas les poursuivre au Togo, parce qu'ils sont tous complices, mais quelque part, si la loi nous permet, il faut qu'on s'organise pour les poursuivre. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, monsieur Ditry, pour votre disponibilité. Et je pense que votre apport nous a été inestimable pour que ceux qui sont en ligne, il y avait plus de 12 000 personnes sur YouTube et 8 000 personnes sur TikTok, comprennent la quintessence de ce qu'on est en train d'expliquer ici. C'est très important. C'est un travail vraiment de professionnels qui ont pris le temps d'analyser des documents, de les interpréter pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et le Togo ne peut pas continuer comme ça. Et donc, hier, Amoron a encore interpellé Fonia Singbe pour qu'il agisse contre la minorité. Nous continuons en relayant les informations à la suite de Amoron pour continuer par demander à fort, mais il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Parce que c'est inacceptable ce qui se passe dans notre pays. On ne peut plus accepter ça. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est pas possible que des gens s'amusent avec la fortune publique comme ça, pendant que le peuple meurt, pendant que les gens souffrent, pendant que les gens n'ont pas de quoi manger. Il faut arrêter ça. C'est un pillage sans limite. C'est un pillage qui est assez inquiétant. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Donc, au regard de toutes ces informations-là, il faut qu'on soit dans la rue. Il faut qu'on aille dans la rue pour dire ça suffit comme ça. Nous qui n'avons pas 2 repas par jour, nous qui n'avons pas de bourse, nous qui n'avons pas de bon salaire, nous qui n'avons absolument rien à mettre sous la dent, il faut qu'on soit dans la rue pour dire ça suffit comme ça.
Nous qui n'avons même pas un seul repas par jour, les étudiants qui n'ont pas de bourse, les fonctionnaires qui n'ont pas de système de santé, il n'y a pas de route dans les villages, il n'y a pas d'engrais pour les paysans, il n'y a pas d'eau potable. Quand on voit des scandales comme ça, on a des raisons d'être dans la rue. On a des raisons d'aller dans la rue, de dire nous ne sommes pas d'accord sur la gouvernance qui est imposée à notre pays. Ça suffit comme ça. Personne ne demande la tête de Faure. Personne ne demande qu'on lui apporte la tête de Faure sur un plateau comme on en a fait au temps de la Rome antique. Mais il est celui qui gouverne le Togo. C'est lui qui est à la tête du pays. S'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, il faut qu'il dégage. Et ça, ce n'est pas lui manquer de respect. Ça, ce n'est pas lui demander de trop. On ne peut pas accepter que les richesses de notre pays ne profitent qu'à une minorité, à leurs enfants. Des gens qui sont étudiants et qui se retrouvent avec des voitures de 80 000 euros. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé, mais qui ont avec des voitures de 80 000 euros. Des gens qui sont étudiants, on a immatriculé des appartements en leur nom. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Regardez l'état de la ville de Lomé. La ville de Lomé qui est une poubelle à ciel ouvert. Il n'y a aucune route aujourd'hui acceptable au Togo. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Didier est toujours dans le studio. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Ah, voilà, la voiture, 70 000. Voilà, la voiture qui s'est affichée avec le fils d'Adéji là, ça fait 70 559 euros. 70 569 euros, ça c'est la voiture, c'est le prix de la voiture. Il y a d'autres taxes qui vont s'ajouter. Et 70 000 euros ou 71 000 pratiquement euros, ça fait combien en CFA? Alors, en CFA, ça doit faire, alors... 70 000 euros en CFA, ça fait combien? Ça fait un peu plus de 46 millions de francs CFA. Voilà. Voilà. Et cette voiture, je le rappelle, a été postée par le fils lui-même. 46 millions, hein, il roule, un étudiant qui roule une voiture de 46 millions. Pendant qu'à Lomé, vous avez des étudiants là-bas qui sont toujours là, chercher 10 000 francs par jour, ils n'en ont pas. 10 000 francs même par mois, ils n'en ont pas. Lui, il roule une voiture de 46 millions. Et ce n'est pas la seule voiture. C'est aussi un féru de moto. Il a certainement de grosses motos qu'il achète, qu'il roule. Pendant ce temps, dans le village à Covier là-bas, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont rien. Et donc, ça, c'est les pasteurs, ça. C'est inacceptable. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, M. Milarin. On s'achemine vers la fin de ce live-là. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Tout d'abord, je voudrais faire un clin d'œil aussi à mon compère Milawe, avec qui je suis en live régulièrement les samedis. Ah oui, salut à Milawe, salut à lui. Voilà, et je voudrais te remercier, enfin, vous remercier. On se tutoie en privé. On se tutoie, pas de problème, dites-lui. Merci, donc je vais te remercier surtout pour cet éclairage que tu as voulu que j'apporte et dire surtout à nos compatriotes que vraiment, vous savez, tout cet argent aurait pu servir à construire des écoles. Tout cet argent aurait pu servir à construire des routes, des hôpitaux, sur toute l'année, parce que là, nous avons intercepté qu'une seule transaction financière. Et il y en a plein d'autres, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le grand frère le dire. Et il y en a plein d'autres qu'on pourrait encore dire, et les montants qui sont détournés, on n'a même pas idée. Puisque ces personnes sont ministres depuis, c'est pas 5 ans, mais depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, imaginez tout ce qui a pu être détourné comme argent public. Chers amis, le 16 et le 17 juillet, nous devons sortir. Nous devons sortir. Il faut vraiment que nous sortons pour dégager ces gens-là. Il faut vraiment qu'on sorte pour dégager cette gouvernance qui exploite, qui nous esclavagise, qui nous oppresse. O le tafumito et sounénéa quoi. Et sounénéa. O mate so djoube garçon no play appartement. Kola no so do wa vie alo wa sombi ni comme yo. Nous les normal o. Titri amo le gbagba ni mi jamu di fia. Aya so to mi po traso sinao. Amo le ni alo dossier o mia. Et toi nous les normal o mia to. C'est possible. Nous les normal o. Mia to nous les normal o. Nous komi e blona mi de fie ya. Constat comme il est.
Nous, les normaux. Donc, à Rémi de la quitté. Normalement, 556 millions, hein. Nous boissons tout et nous, il y a effet. Ne serait-ce que SMIG. Les Togo vieux, les Togo, on l'a été payé à Mo, les Togo, c'est plus de 100 000 personnes. Ah ouais, nous boissons tout SMIG alors. Nous boissons tout SMIG, amener nous là, tu sors tout SMIG, non. Vous imaginez? Amener nous là, tout fait, là, tu sors tout fait, là, qu'on l'odore. Famille n'est là, tu dounou les 556 millions, mais oh. Miatom de Kukunami. Le 16 et le 17 juillet, il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir. C'est capital. À Penami. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci, mon frère. Merci pour aussi ta disponibilité. Et on va terminer ce live.